Je vais commencer. Donc, je vais déjà commencer par vous remercier pour votre invitation et pour le soutien que votre association apporte à notre équipe. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire avec ce soutien. Alors, on m'avait demandé de faire un état des lieux aussi de la recherche et des approches de thérapie qui sont développées dans le cadre de ce syndrome. Donc, je vais vous faire un petit état des lieux pour finir sur ce qu'on va nous développer dans mon équipe de recherche. Ça, je vais passer assez rapidement. Hein. Donc, c'est juste une introduction sur la maladie. Vous connaissez les signes cliniques. Le vrai changement de paradigme dans cette maladie, ça est arrivé en 2012 avec l'identification du gène et des mutations du gène qui causent, je vais dire aussi syndrome PAX1, hein, parce que sur Schmecker, j'ai aussi du mal. Donc, en 2012, l'équipe de Schmecker a identifié la mutation dans le gène PAX1 causant cette maladie. Et ça a été le vrai départ de la recherche génétique et de développement de thérapie sur cette maladie. Parce qu'avant ce diagnostic moléculaire, à part soigner des symptômes, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, je vais essayer de vous expliquer en trois parties. D'abord, ce que fait la protéine PAX1, pour ensuite expliquer assez rapidement ce que font les mutations la mutation de ce gène, et donc quels sont les mécanismes cellulaires qui sont altérés, pour enfin terminer sur qu'est-ce qu'on peut faire comme approche thérapeutique pour corriger les effets délétères de cette mutation. Et pour commencer à vous expliquer que fait la protéine PAX1, je dois faire un petit rappel sur comment sont produites les protéines dans les cellules. Alors, bien sûr, si vous avez des questions, n'attendez pas à la fin, vous pouvez m'interrompre à tout moment, il n'y a aucun problème. Donc, dans une cellule, donc vous le savez probablement, le matériel génétique est dans le noyau sous forme d'ADN, qui est une hélice double brin. Et cet ADN, pour coder des protéines, va être copié en un ARN messager. Maintenant, tout le monde est un spécialiste de l'ARN messager depuis les vaccins Covid. Et donc, cet ARN messager est simple brin, c'est la copie fidèle de l'ADN et va aller à l'extérieur du noyau être copié en protéines. Donc, dans ce processus, après que cette protéine soit synthétisée, il y a un passage par une structure cellulaire particulière qui est appelée appareil de Golgi. Là, vous le voyez en microscopie électronique. Donc, c'est vraiment ça qu'on a dans nos cellules. C'est des empilements de petits sacs de membranes qui sont proches des noyaux, donc proches du site de synthèse je vais mettre mon pointeur, peut-être ça sera plus facile pour vous expliquer les choses. Hein, donc, après la copie de l'ARN, il sort du noyau et il y a la synthèse de ces protéines. Et après, ces protéines, elles vont traverser cet appareil de Golgi. Cet appareil de Golgi, il est figuré ici sur le schéma. Et la traversée de cet appareil de Golgi va servir à maturer les protéines et surtout à les trier pour les envoyer où il faut qu'elles soient dans les cellules. Donc, à la fin de cet appareil de Golgi, quand elles vont ressortir à l'autre bout, les protéines vont être dans des vésicules qui vont aller au site d'action des protéines, soit à l'extérieur de la cellule, soit à la membrane, soit aux différents compartiments de la cellule. Et c'est à cet appareil de Golgi, justement, que fonctionne la protéine PAX1. Alors, son petit nom barbare, c'est phosphofurine acidic cluster sorting protein 1. Donc, c'est une protéine sortine de tri. Elle, c'est une protéine de l'appareil de Golgi qui participe au tri cellulaire et donc à l'adressage des protéines aux endroits où elles doivent fonctionner dans les cellules. Ça, c'est la fonction majeure attribuée à la protéine PAX1 aujourd'hui. Depuis son identification, hein, la protéine a été identifiée en 1998, donc c'est une protéine qu'on ne connaît pas depuis 200 ans non plus. Et plusieurs
articles scientifiques ont démontré et ont caractérisé ce fonctionnement de la protéine PAX1 à l'appareil de Golgi et dans son rôle dans le tri des protéines dans la cellule. Il y a aussi d'autres, pas uniquement ce rôle attribué à la protéine PAX1, d'autres ont été décrites dans la littérature. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voulais vous brosser un petit peu et vous montrer que PAX1, ce n'est pas uniquement l'appareil de Golgi. Elle participe par ses interactions avec des protéines de l'enveloppe de virus à l'infection de nos cellules par certains virus, comme le virus HIV, le virus du sida. En fait, les virus, c'est des machines diaboliques qui utilisent toujours la machinerie de nos cellules pour faire pour infecter nos cellules et se répliquer. Et là, par l'interaction avec la protéine PAX1 et son rôle dans le trafic cellulaire, ça permet à certains virus d'aller aux endroits où ils veulent aller dans les cellules. PAX1, c'est aussi une protéine qui a été retrouvée dans le noyau et qui a été impliquée dans 2 papiers maintenant dans l'intégrité de l'ADN, de notre génome, et dans le trafic entre le noyau et l'extérieur du noyau. C'est aussi un régulateur d'un mécanisme qu'on appelle apoptose. En fait, l'apoptose, c'est ce qu'on appelle plus communément la mort cellulaire programmée. C'est un processus de protection de nos cellules quand il marche bien. Une cellule identifiée comme anormale, avec un ADN un peu abîmé, l'organisme a un processus pour éliminer ces cellules anormales. Et il a été montré que la protéine PAX1 agissait aussi comme un régulateur de cette mort cellulaire programmée. Et le dernier rôle qui a été attribué l'année dernière à la protéine PAX1 est un rôle dans le système immunitaire, et, régulant en particulier le nombre de lymphocytes, de globules blancs circulant dans le sang. Donc là, c'est juste pour vous tracer un petit peu le panel de fonctions de la protéine PAX1. Ce n'est pas uniquement une protéine du Golgi et du tri des protéines, c'est une protéine qui a beaucoup d'autres rôles. Et c'est toujours à prendre en compte quand on étudie une pathologie au niveau cellulaire pour savoir quel type de mécanisme il faut regarder pour savoir s'il est altéré ou pas. Donc maintenant, que font les mutations de cette protéine PAX1? Pourquoi ça crée une maladie? Donc, avant de parler spécifiquement de la mutation PAX1, c'est une diapositive là pour vous montrer comment fonctionne, quels sont les effets des mutations en général dans les maladies génétiques. Comme vous le savez, on a 2 copies de chaque gène. Une copie vient de notre père, une de notre mère, donc on a 2 gènes. Et ces 2 gènes produisent des protéines. Donc, on a une protéine produite à partir de 2 copies de gènes. Dans les maladies génétiques, il y a 2 catégories. Les maladies récessives, où il faut que les 2 gènes soient mutés pour créer une maladie. Ce n'est pas le cas du syndrome PAX1. Le syndrome PAX1, c'est une maladie autosomique dominante où il n'y a qu'une seule copie du gène muté et une seule copie du gène muté suffit pour entraîner la maladie. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs mécanismes possibles d'action, d'effet des mutations qu'il faut absolument connaître parce que c'est ce qui va déterminer les stratégies thérapeutiques à mettre en face. Il y a la première, c'est ce qu'on appelle la perte de fonction, c'est que la protéine mutée produite à partir du gène muté n'est pas fonctionnelle, n'est pas efficace pour assurer sa fonction. Et donc, on a dans la cellule que 50% de la protéine venant du gène normal, mais ce n'est pas suffisant pour assurer la fonction de la protéine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la perte de fonction. Et, ça, c'est important de le savoir. Vous imaginez bien, si vous mettez en place une thérapie qui vise à enlever la protéine mutée, dans ce cas-là, ça ne servira à rien, puisque la protéine mutée, de fait, est inefficace. Et que la maladie vient du manque de protéines. Dans ce cas-là, on va essayer de rapporter de la protéine normale. Et il y a 2 autres mécanismes des mutations, ce qu'on appelle le gain de fonction. Donc, cette protéine mutée est bien produite et elle a un effet
soit elle exacerbe la fonction naturelle qu'elle a, soit elle crée même une autre fonction en s'attachant à d'autres protéines, en allant dans d'autres compartiments. C'est ce qu'on appelle le gain de fonction. Et l'effet dominant négatif, c'est ce qui se passe quand la protéinité empêche la bonne fonction de la protéine normale. Et dans ces deux cas, là, on peut mettre en place des thérapies qui visent à diminuer l'expression de cette protéinité, qui va libérer la possibilité de la protéine normale d'assurer la fonction. Et c'est dans ces deux cas-là qu'on est dans le cadre du syndrome PAX1. Alors, ça balance plutôt sur l'effet dominant négatif, mais bon, c'est pas encore clairement défini. C'est soit gain de fonction, soit effet dominant négatif. Donc, que fait maintenant la mutation de la protéine PAX1? Donc, ça, c'est un petit schéma, enfin, une petite représentation schématique de la protéine avec ses différents domaines, avec la mutation la plus fréquente jusqu'à ce jour, hein, la R203W, qui est la mutation retrouvée dans la quasi-totalité des patients. La littérature a montré, c'est que la localisation de cette protéine était anormale. Donc là, vous voyez la localisation de la protéine dans des cellules de patients, non, dans les cellules normales de contrôle. On peut marquer et visualiser la protéine en la marquant avec un anticorps couplé à des molécules fluorescentes. Donc, on voit un marquage très diffus de cette protéine dans toute la cellule. Les cellules de patients présentent ce patron d'expression où il y a une très grosse, il y a une importante agrégation de la protéine. Cette protéine, dans ces agrégats, elle est aussi beaucoup plus stable. La quantité d'une protéine dans une cellule, c'est toujours une balance entre la synthèse permanente et sa dégradation pour renouveler le stock de protéines dans nos cellules pour qu'elles soient toujours fonctionnelles. Et on peut mesurer cette dégradation quand on arrête par des molécules chimiques, on arrête sa synthèse et on suit au cours du temps sa diminution de quantité. Donc là, on voit la dégradation de la protéine. Et il se trouve que la protéine mutée, elle ne bouge pas au cours du temps, en tout cas pendant les 6 premières heures, qui a été étudiée dans cette expérience, montrant que elle la dégrade. Non seulement la mutation est produite, mais en plus, elle reste longtemps dans les cellules, elle s'accumule. Et enfin, ça c'est pas issu d'un papier, mais d'un brevet que Gary Thomas a déposé il y a quelques années déjà. Gary Thomas, c'est un chercheur aux États-Unis qui travaille très longtemps, bien avant l'identification de PAX1 dans les pathologies humaines, travaillait depuis très longtemps sur cette protéine. Et ce qu'il lui a montré, c'est un défaut de l'appareil de Golgi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est ces sacules, c'est ces sacs de membrane qui sont accumulés autour des noyaux dans les cellules d'individus contrôle. Dans les cellules de patients, il y a une dispersion de l'appareil de Golgi. Pourquoi je vous dis tout ça? Alors, évidemment, ce n'est pas pour rentrer dans les détails du mécanisme d'action de la mutation PAX1, mais pour vous dire que c'est extrêmement important cette recherche sur les mécanismes altérés parce que d'une part, ça nous permet de peut-être cibler les traitements futurs sur certains mécanismes altérés. Par exemple, on peut mettre en place des drogues qui vont arrêter cette agrégation ou stimuler la dégradation ou compacter le Golgi. Et c'est aussi, quand on a développé une thérapie, des paramètres qui nous permettent d'évaluer l'efficacité des thérapies mises en place. Donc, plus on a ce qu'on appelle des readouts fonctionnels, plus les approches thérapeutiques développées peuvent être challengées, peuvent être testées pour savoir si elles sont efficaces sur différents paramètres altérés dans les cellules des patients. PAX1, enfin cette maladie, en fait, quand je ne travaille pas dessus depuis très longtemps, hein, je vais vous expliquer comment je suis venu à proposer ce projet. J'ai été très étonné quand j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine,
parce que c'est vraiment un modèle d'organisation des patients, de la recherche, et en particulier avec cette fondation Pax 1 américaine qui a vraiment commencé à développer tout ce qu'il faut pour aller le plus vite possible du patient à la clinique, enfin du laboratoire à la clinique, et qui soutient différentes initiatives. Et c'est des choses que beaucoup de maladies rares, surtout aussi rares que celle-là, n'ont pas. C'est vraiment une chance pour la recherche. Et en être la preuve aussi, l'association PAX 1 française, qui développe aussi des soutiens à la recherche. C'est vraiment une chance et une chose très rare dans le monde des maladies rares. Donc, la fondation PAX 1, elle a deux axes de soutien à la recherche, les modèles cellulaires et animaux et la recherche, on va voir après. Donc pour les modèles, donc elle soutient des programmes de recherche pour développer des modèles cellulaires à partir de cellules de patients. C'est les fibroblastes de patients, mais c'est aussi des cellules souches de patients qui permettent maintenant, avec l'ingénierie cellulaire, de les transformer en différents types cellulaires d'intérêt que l'on veut étudier. Donc, ces cellules souches, on peut les transformer en neurones, on peut les transformer en cellules musculaires, on peut les transformer en ce qu'on veut pour étudier, parce que c'est quand même compliqué d'avoir à partir d'un patient des neurones, des cellules musculaires. On prend les cellules souches et on les transforme en type cellulaire à volonté. Et c'est très important pour la recherche. Et ils soutiennent aussi des projets de recherche pour le développement de modèles animaux. Donc, c'est le cas pour Caenorhabditis elegans. Donc, c'est un petit modèle de ver qui est très utilisé en génétique parce qu'on peut manipuler son génome assez facilement et on peut étudier beaucoup de mécanismes dans cet organisme. Et évidemment, les modèles de souris qui sont très utilisés encore dans la recherche pour étudier les mécanismes altérés dans une pathologie et pour développer des thérapies. Ça, c'est vraiment ce que je disais, une chance d'avoir un soutien comme ça pour développer des projets de recherche, parce que dans les maladies rares, notre difficulté, c'est de trouver des soutiens financiers pour développer nos recherches. Et ça, c'est fondamental pour comprendre ce qui est altéré dans la pathologie. C'est indispensable pour mettre en place des thérapies. C'est indispensable, ces modèles aussi, pour tester les thérapies qui sont développées. Et ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure, c'est indispensable pour avoir un maximum de paramètres qui pourront être évalués pour évaluer l'efficacité des thérapies. Donc, la Fondation PAX 1 soutient aussi la recherche et le développement de thérapies. Je vous ai remis ce petit schéma pour vous expliquer très simplement, hein, dans le cadre de cette maladie, mais dans toutes les maladies génétiques, en particulier aussi celles sur lesquelles je travaille depuis longtemps, on a trois cibles principalement. Quand un gène est muté, on peut cibler soit l'ADN, soit l'ARN messager, soit la protéine elle-même. L'ADN, pour l'instant, c'est des techniques un peu, enfin, pas encore tout à fait au point. Beaucoup de choses sont faites en ciblant l'ARN messager et la protéine elle-même quand on veut éliminer la protéine mutée ou en rajouter de la normale. Les projets qui sont développés et soutenus par la Fondation sont le développement de petites molécules pharmacologiques qui ont pour but d'inhiber l'action de la protéine PAX1 mutée et d'entraîner sa dégradation. Donc ça, c'est à partir de tous les modèles cellulaires qui ont été développés à partir des patients qui ont donné leurs cellules, des screenings à très haut débit en mettant des banques de molécules chimiques connues, effets, ou déjà des médicaments dans d'autres applications. On fait un screening sur ces cellules pour chercher sans a priori quelles molécules déjà connues, déjà sur le marché, peuvent réverser un phénotype développé dans ces cellules. Donc, réverser les défauts dans ces cellules. Et ça, c'est un gros intérêt, c'est que si on trouve une molécule dans le cadre de cette recherche, c'est très proche de la clinique. Comme c'est un médicament dans une autre application, ça peut aller très vite dans une autre. Les autorisations pour les utilisations dans d'autres maladies sont beaucoup plus rapides.
Et ça aussi, enfin, pour développer des screenings qui ne sont pas à haut débit, mais vraiment ciblés, il y a aussi la recherche sur la meilleure connaissance de la structure de cette protéine mutée qui est en cours. Donc, c'est l'ultrastructure de PAX1 muté pour vraiment bien connaître la serrure, en fait, pour trouver la vraie clé, la meilleure clé qui va permettre de bloquer cette protéine sans toucher surtout à la protéine normale. C'est vraiment important de préserver les 50% de protéines normales. D'autres approches sont développées. Il y a une deuxième qui est appelée Protax, c'est le nom de la technologie, et qui elle aussi vise la protéine. Et ça, très rapidement, sans rentrer dans les détails, c'est l'objectif de cette stratégie, c'est de développer des petits adaptateurs qui ne reconnaissent que la protéine mutée, ciblée, et qui va s'associer et qui va lui apporter une autre protéine qui va lui greffer des signaux naturels connus pour envoyer la protéine vers la dégradation dans les cellules. Donc, si on trouve cet adaptateur là, qui est spécifique de la protéine PAX1 et qui lui amène cette protéine qu'on appelle une E3-ligase, ça va greffer sur la protéine mutée ce petit signal de dégradation et on aura une élimination de la protéine. Et enfin, la troisième approche soutenue par de recherche en thérapie soutenue par la Fondation PAX1, ça, je l'ai tiré d'une revue très intéressante qui a été publiée l'année dernière. Bon, c'est en anglais, bien sûr, mais elle est très, très bien faite sur ce qui est l'état des lieux de la recherche et des thérapies dans cette maladie. La dernière approche, c'est une approche qui vise, elle, les ARN messagers, et qui est une approche dite par oligonucléotides antisens. Et ça, c'est des petits ARN qui ont pour objectif de se fixer à l'ARN muté normal, donc cet ARN-là, qui va être transformé en protéines. Et ces oligo-antisens ont pour but de bloquer cette synthèse de protéines. Donc, ça bloque le site qui va être lu par cet organe cellulaire qu'on appelle le ribosome, mais c'est lui qui lit l'ARN messager pour la transformer, pour la traduire en protéines. Les oligo-antisens ont pour but de bloquer cette lecture et donc aussi d'entraîner la dégradation de l'ARN qui est bloqué. Là, de ce que j'ai compris de la recherche, ça a été développé par Ionis, c'est une boîte américaine qui a développé des oligo-antisens assez efficaces, mais pas encore assez spécifiques l'ARN messager normal. Donc, c'est pas encore tout à fait au point. Et il y a un deuxième projet soutenu par la Fondation qui est de trouver d'autres oligos spécifiques de l'ARN messager. Je vous ai parlé de Gary Thomas et de son brevet tout à l'heure. Dans son brevet déjà, donc c'est pas publié, on n'a pas encore toutes les datas, pas encore évalué l'efficacité et comment est fait toutes ces expériences. C'est beaucoup moins expliqué dans un brevet que dans une publication scientifique. Il a quand même, lui, regardé, puisqu'il avait identifié ce défaut de dispersion de l'appareil de Golgi, il a déjà identifié, ici sur cette partie de la diapositive, différentes petites molécules chimiques qui lui permettent de rétablir la morphologie de l'appareil de Golgi. Donc, en tout cas, le message le plus important, c'est que le défaut d'appareil de Golgi est réversible. Ça, c'est vraiment très important. Sur la fonction cellulaire aussi, sur l'utilisation de ce paramètre pour évaluer les thérapies développées. C'était vraiment très important de savoir s'il était réversible ou pas. Et il a l'air de l'être, et assez rapidement, puisque c'est des traitements de quelques heures, voire un jour. Là, dans cette partie de diapositive, il montre qu'on peut aussi
ce défaut est réversible en diminuant la quantité d'ARN messager de PAX1, ce qui est une approche très proche de ce que nous, on va développer dans l'équipe. Et avant de vous montrer justement ce que nous, on va développer dans l'équipe, un dernier point, c'est une étude qui a été publiée l'année dernière. Et c'est aussi pour moi un signe de très grand dynamisme dans ce domaine, parce que c'est la première base de ce qu'on appelle chez nous l'histoire naturelle d'une maladie. Quand on va arriver à l'essai clinique, on doit le définir, on doit le construire en essayant de cibler les points qui sont les signes de la pathologie qui sont les plus impactants pour les patients. L'efficacité du traitement doit être évaluée sur des critères très sensibles et très pertinents pour l'état des patients. Et ça, c'est très important à définir au départ. Et c'est pour ça que, en règle générale, ça vient très tard dans la recherche et le développement de thérapies. Il y a une étape incontournable qui est de faire l'histoire naturelle de la maladie, qui est la description des différentes manifestations de la maladie chez les patients et leur évolution au cours du temps, en absence de traitement. Il faut vraiment connaître la maladie, les différents points importants, impactants pour la vie des patients et comment ils évoluent avec le temps. Et ce pourquoi je vous dis que c'est un domaine très dynamique, c'est que c'est la première pierre de cette histoire naturelle de la maladie a déjà été faite dans la population de patients atteints du syndrome PAX1 par cette étude qui a été publiée l'année dernière. En fait, il y a une étude collaborative entre des chercheurs, des cliniciens, des patients, des familles de patients. Et ça a été fait sur une population de 35 patients avec toute la même mutation avérée, vérifiée, et qui est une caractérisation systématique des différentes fonctions et capacités des patients, basée sur une enquête auprès des parents qui remplissaient des formulaires pour identifier effectivement ces différentes manifestations les plus importantes impactant au jour le jour la vie des patients. Et 4 ont été identifiés déjà sur cette première étude basée sur 35 patients. C'est la composante intellectuelle, la composante autistique, même si elle reste encore à mieux définir, le trouble de la marche et le trouble de l'alimentation. Et c'est sur ces 4 pierres qu'on peut commencer à construire les approches, les méthodes de mesure plus fines et pertinentes pour suivre ces composantes. Et c'est ça les prochaines étapes de cette histoire naturelle. Si ce sont effectivement ces 4 piliers, ces 4 composantes de la pathologie qui sont les plus pertinentes à suivre pour suivre l'efficacité d'un traitement, il faut maintenant connaître leur évolution avec le temps. Parce que, en fait, si vous prenez, je sais pas, par exemple, le trouble de la marche, et que vous ne connaissez pas comment ça évolue sur le temps où va... Oui, il y a une question. Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Oui. Oui, cette étude, est-ce qu'elle est mise à jour au fur et à mesure, puisque nous, on vient juste d'arriver un peu dans le groupe, dans l'association, est-ce qu'elle est mise à jour en fonction des personnes qui arrivent, puisqu'on a chacun notre histoire, notre évolution? Est-ce que c'est mis à jour régulièrement? Je pense que oui. Là, elle a été arrêtée. Les résultats ont été arrêtés à un moment donné pour pouvoir les publier. Mais je pense que l'étude de Anneberg, là, qui pilote cette étude, continue parce que c'est l'étape évidente. La suivante, c'est de connaître l'évolution au cours du temps et d'augmenter le nombre de patients. Parce que plus il y aura de patients, plus les résultats seront fins. On peut très facilement trouver les coordonnées de Anneberg pour savoir si elle inclut toujours des patients dans cette étude. Oui, en effet, Marc, l'étude en fait va être. Alors Anneberg a pris sa retraite, mais l'étude va être l'étude des dirigeants en fait est menée par
par la fondation Pax One aux États-Unis et a vocation à, à perdurer, à continuer au fil des années à recueillir des informations. Ouais, parce que Merci. là, c'est vraiment la baseline, enfin, comment dire, l'état basal des signes cliniques chez les patients. C'est obligé de la poursuivre en, si possible, augmentant le nombre de patients, mais surtout en les suivant avec le temps. Parce que sinon, on ne peut pas évaluer l'efficacité d'un traitement. S'il y a un signe parmi ceux qui vont être mesurés qui décline très gentiment avec le temps, dire tu perds 50%. Le trouble de la marche, par exemple, si il y a une diminution de 50% sur un an, si votre traitement et votre essai clinique dure un an, et que vous allez trouver à la fin, en mesurant la même valeur qu'au départ, vous allez vous dire ça ne marche pas. Alors que si, justement, comme ça, sur un an, c'était censé décroître, vous avez ramené la valeur à un niveau normal. Donc, l'évolution avec le temps, elle est incontournable. Et aussi, la méthode la plus fine et la plus performante pour le mesurer. Il y a tellement d'essais cliniques qui sont partis à la poubelle juste parce que les méthodes de mesure du paramètre n'étaient pas assez fiables et robustes, que c'est vraiment maintenant le point, un des points cruciaux qu'on évalue avant de lancer un essai clinique, c'est qu'est-ce qu'on va mesurer et avec quelle machine, avec quel type de technique. Il faut que ce soit le plus fin possible pour pouvoir mettre en évidence la plus petite restauration fonctionnelle chez les patients. Surtout dans les groupes de patients de maladies rares où, par définition, il n'y aura pas beaucoup de patients dans les essais cliniques. Et donc maintenant, on va en venir à ce que nous, on va faire. Donc, nous, notre but, c'est de rajouter une petite case là, dans ces approches de thérapie. Et notre stratégie, c'est une stratégie qui, elle, vise l'ARN messager, comme les oligonucléotides anti-sens. Notre but, c'est de dégrader l'ARN messager porteur de la mutation. Pardon. Mais par cette stratégie, on a choisi cette stratégie dans une autre maladie que je vais vous exposer parce que c'est la seule technologie à ce jour qui est suffisamment spécifique pour ne dégrader que l'ARN messager muté sans toucher à l'ARN messager normal. Et là, pour vous montrer ce que nous on va faire, je vais faire un petit détour sur une autre pathologie sur laquelle je travaille depuis plusieurs années et pour laquelle on a développé cette même stratégie qu'on veut maintenant translater au syndrome PAX1 pour vous montrer ce qu'on envisage de faire et ce qui peut être attendu par une telle approche. Donc, la maladie sur laquelle je travaille depuis quelques années, c'est une maladie rare, une maladie génétique dominante qui s'appelle la myopathie centronucléaire. Donc, c'est une myopathie, une maladie des muscles qui est caractérisée par une position anormale des noyaux. Donc, vous voyez des images d'un muscle d'un patient et avec ces noyaux qui sont au centre des fils musculaires, qui est une position totalement anormale pour les noyaux dans une cellule musculaire. En général, ils sont en périphérie, là, vous voyez les petits points au bord des cellules. Le spectre clinique de cette pathologie est très large. Ça va de formes très sévères néonatales à des formes de l'adulte un peu moins invalidantes, avec tout un spectre de formes intermédiaires entre ces deux limites. C'est donc une maladie génétique autosomique-dominante. Le gène qui cause la maladie s'appelle le gène dynamine 2. C'est aussi une protéine de trafic intracellulaire, comme PAX1. Elle agit aussi au niveau de l'appareil de Golgi, mais pas seulement. En fait, la dynamine 2, c'est la protéine que vous voyez en rouge ici, qui fait des spirales au cou de vésicules membranaires qui naissent à partir des différents compartiments. Donc, qui naissent à partir du Golgi ou de l'appareil ou de la membrane de la cellule, et qui va participer à la formation de ces vésicules pour amener son intérieur là où il doit aller dans les cellules. Et on connaît une trentaine de mutations de la dynamine 2 causant cette maladie. Et on s'est intéressé à une en particulier.
On développe sur d'autres mutations maintenant, mais celle-là, on a démarré sur celle-là parce que c'est la plus fréquente et pour laquelle on a développé un modèle de souris aussi. C'est juste pour vous exposer ce qu'on a fait sur cette pathologie au cours des années. On a identifié dans l'équipe la cause génétique. Les mutations de la dynamine 2 ont été identifiées au laboratoire. On a travaillé avec les cliniciens de l'Institut de biologie pour bien connaître cette pathologie. On a développé le premier modèle animal. On a étudié le rôle de la dynamine 2 dans le muscle, qui était encore peu étudié. Mais on a d'ailleurs montré des rôles assez non conventionnels pour toute cette machinerie dans le muscle. On s'est beaucoup intéressé aux causes de la dysfonction musculaire. Pourquoi un muscle avec une mutation de la dynamine 2 marchait moins bien. Et depuis quelques années aussi maintenant, on développe des approches thérapeutiques, dont une qui est cette ARN interférence allèle spécifique que je vais vous exposer. Donc là, on va revenir sur ce petit schéma. Donc, juste pour vous dire qu'on cible l'ARN messager par un mécanisme qui est illustré ici, que je vais essayer de vous expliquer assez rapidement. En fait, il y a un mécanisme naturel dans nos cellules qui reconnaît des ARN double brin. Vous voyez ici dans ce schéma, ARN double brin, ça n'existe pas. Mais dans la nature, ça existe dans les virus. Et en fait, nos cellules ont un mécanisme de défense contre les virus qui est de reconnaissance de ces ARN double brin qui n'existent pas dans nos cellules. Et quand ils envoient apparaître dans nos cellules, il y a des protéines d'Icer qui coupent cet ARN double brin. Et ça crée une petite molécule qu'on appelle siRNA qui va être pris en charge par un complexe protéique de nos cellules et qui va conduire à reconnaître d'autres ARN qui sont produits à partir de cette molécule, des ARN viraux, et qui vont conduire à leur dégradation. Et les chercheurs ont utilisé ce mécanisme naturel dans les cellules pour rentrer à ce niveau-là de la chaîne, et en introduisant dans les cellules un petit siRNA qui reconnaît la cible qu'on veut dégrader. Donc la dynamine de muté, PAX1 muté. On prend des siRNA spécifiques de ces séquences-là et on rentre dans ce schéma à cet endroit-là. Ça va être pris en charge par ce complexe et on va reconnaître spécifiquement la cible pour laquelle le siRNA a été développé. On l'a développé pour dégrader l'ARN muté de la dynamine 2. Ce siRNA reconnaît cet ARN messager muté. L'entraîne dans ce complexe appelé complexe risque, très dur à dire, va entraîner la dégradation et l'ARN interférence est extrêmement efficace pour dégrader sa cible. Là où ça devient intéressant pour les maladies dominantes, c'est que ces siRNA qui font 19 bases, 19 nucléotides, sont extrêmement spécifiques et qui peuvent distinguer entre deux ARN messagers qui ne diffèrent que par une seule base, ce qui est le cas pour beaucoup de maladies dominantes. Et donc, ça dégrade de façon très efficace l'ARN muté, sans toucher du tout à l'ARN sauvage, et ça permet de maintenir 50% d'ARN normal, qui provient de l'allèle du gène qui n'est pas muté, et donc 50% de la protéine normale qui va assurer la fonction cellulaire. Et donc, l'efficacité plus la spécificité, ça entraîne une troisième caractéristique et propriété de cette approche thérapeutique, et c'est pour ça qu'on l'a développée. C'est une propriété de sécurité, puisqu'on ne peut pas descendre en dessous d'un certain niveau de la protéine exprimée dans une cellule. Alors, cette approche thérapeutique, on en a fait là, pas nous, pas dans le monde, plusieurs équipes de chercheurs ont fait la preuve de principe, la preuve de concept de l'efficacité de cette stratégie, dans près d'une vingtaine de maladies maintenant, uniquement quand le défaut ciblé est une seule base, c'est le cas pour la dynamine 2, c'est le cas pour PAX1. Donc 19 preuves de principe publiées et ça a conduit au développement de 2 essais cliniques à ce jour. Une pour une maladie congénitale cutanée
et un dans le contexte de cancer du pancréas, pour éliminer la mutation d'un gène sans toucher à la LS normale. Je vais vous expliquer comment on a développé pour les siRNA contre la dynamique 2, parce que c'est exactement ce qu'on va faire pour PAX1. Donc là, vous voyez la séquence de l'ARN normal, la séquence de l'ARN muté, avec la mutation à cet endroit-là, et les différents siRNA qu'on peut développer. En général, ils font 19 paires de bases. Donc sur le papier, vous en avez 19 possibles à essayer en fonction de la position de la mutation dans cette séquence de siRNA qui va reconnaître l'ARN messager muté. Donc vous avez besoin de vous procurer ces 19 siRNA. Ça, c'est des synthèses chimiques faites par des entreprises. Donc on les achète. Et après, on a besoin d'un modèle cellulaire pour tester l'efficacité de ces siRNA. Nous, on est parti sur ce projet sur les fibroblastes de notre modèle de souris, parce qu'on avait, l'objectif d'utiliser in vivo après chez la souris les meilleurs candidats qu'on trouvait. Donc, on a ce qu'on avait transfecté, donc fait entrer les siRNA dans les cellules, et on a screené comme ça les différents siRNA possibles pour trouver les plus efficaces. On trouve les plus efficaces, enfin, quand on a un test moléculaire efficace pour identifier les siRNA qui dégradent spécifiquement l'ARN muté sans toucher à l'ARN sauvage. Et ça, on l'a fait par une technique dite de PCR. Là aussi, le Covid nous aide aussi, parce qu'on est tous spécialistes des PCR. Donc, de la PCR, c'est une technique qui permet d'amplifier une partie d'un gène, soit de l'ADN, soit de l'ARN messager. Et comme ça, on peut le visualiser et le mesurer et le quantifier. Pardon. Et là, on le développe, donc des PCR qui amplifient à la fois l'ARN normal et l'ARN muté, parce que là, la PCR ne peut pas faire la différence entre les deux. Mais après PCR, on peut utiliser la présence ou l'absence de sites reconnus par des protéines qui coupent spécifiquement les acides nucléiques à des régions bien particulières en reconnaissant la séquence. Et il se trouve que les mutations souvent introduisent un site de coupure ou font sauter un site de coupure. Et c'est le cas pour la dynamique 2, vous allez voir que c'est aussi le cas pour PAX1. Et donc, après la PCR, on peut couper le mélange de ces deux produits. Uniquement l'ARN messager sauvage normal sera coupé. Et là, vous voyez les deux bandes après digestion, alors que l'ARN messager normal, lui, ne sera pas coupé. Et le but, ça va être de tester ces 19 siRNA en les faisant entrer dans ces cellules et en voyant lequel diminue l'intensité de cette bande sans toucher à l'intensité de celle-là. Et c'est ce qu'on a testé. Ça nous a permis d'en identifier 6 siRNA allèles spécifiques. Et je vous montre ici le résultat des 2 meilleurs. Vous voyez, là, ça ne descend pas l'intensité, donc le produit de PCR de la séquence normale, mais quasiment une disparition de l'ARN messager porteur de la mutation. Ici, ce sont des contrôles. Donc, vous pouvez comparer l'intensité de ces bandes par rapport à celle-là. Ensuite, les meilleurs siRNA, donc en particulier le SI9, on l'a introduit dans un vecteur viral pour des injections in vivo dans nos souris. Après des vérifications au niveau moléculaire pour vérifier qu'ils gardaient bien leurs propriétés, on a pu montrer que par cette approche, toute l'altération de la pathologie musculaire de nos souris était restaurée quand on traitait des souris relativement jeunes. Après 3 mois, on a vu que la masse musculaire qui était diminuée chez les souris malades était restaurée à des niveaux normaux chez les souris traitées. Idem avec la force développée par le muscle. Il y a une diminution de force développée très importante chez nos souris par rapport aux souris normales.
et qui étaient, pardon, qui étaient restaurés après un traitement avec cette approche. Et des anomalies morphologiques aussi. Donc là, c'est un muscle normal. Chez nos souris malades, il y a des anomalies morphologiques là, que vous pouvez voir par des accumulations intracellulaires par cette coloration qui disparaissait totalement. Donc, on retrouvait une morphologie normale par rapport à une montrée. Donc, on a fait la validation in vivo dans un modèle de souris. Je vous embête, désolé. Oui. Je veux juste savoir, quand vous parlez de traitement, c'est quoi? C'est un traitement, je sais pas, je la pense peut-être un peu, mais c'est quoi? C'est quotidien? C'est en injection sur plusieurs mois? Oui, alors ça dépend du vecteur utilisé. Nous, dans ce cadre-là, c'est un vecteur viral. Donc, le virus, c'est un AAV, donc c'est pour Adeno-Associated Virus. C'est virus adéno-associé, je crois qu'on avait dit ça en français. Et avec ce type d'approche, c'est un traitement unique. Parce que le virus va rentrer dans les cellules et va maintenir son génome viral tout au long de la vie de la cellule. Donc, il n'y a pas de deuxième traitement. Par des oligo-antisenses, ou si on injectait le siRNA sans vecteur viral, il faudrait réitérer l'injection très régulièrement. Nous, c'est pour ça aussi qu'on a choisi l'AAV, parce que comme on doit, à terme, chez les patients, toucher toute la musculature, il vaut mieux que ça soit fait une fois. Et avec l'AAV, c'est le gros intérêt du vecteur AAV, c'est de rester à vie dans les cellules du patient. Ok, merci. Et juste pour terminer sur cette partie centronucléaire, on a aussi fait la preuve d'efficacité dans des cellules de patients. Donc, on a développé la version humaine des siRNA les plus efficaces chez la souris. On a vérifié qu'ils étaient bien à l'aide spécifique, qu'ils dégradaient bien l'ARN muté sans toucher à l'ARN sauvage. Et on a fait l'évaluation fonctionnelle sur un test donc pertinent pour l'adinamine 2, qui est la formation de ces vésicules au niveau de la membrane plasmique. Donc, en mesurant, en mettant dans le milieu extracellulaire des molécules fluorescentes et en quantifiant l'internalisation de cette fluorescence qui est dépendante de l'action de la dynamine 2. Et on a pu montrer, donc sans rentrer dans les détails, que le traitement qu'on avait mis en place restaurait totalement. Donc là, c'est des cellules contrôle, un défaut de l'entrée de ces molécules fluorescentes qui étaient restaurées par nos siRNA à l'aide spécifique. Donc, pour cette approche, on a fait la preuve de principe. On a screené les molécules. On a identifié des molécules efficaces chez l'homme et chez la souris. Et on a fait la preuve de principe fonctionnelle dans des cellules de patients et dans un modèle animal. Ça, c'est ce qu'on appelle la preuve de principe d'une approche. Et maintenant, ça va se développer sur les prochaines années. On a beaucoup d'autres choses à vérifier, à mettre au point très précisément les traitements in vivo, en passant par des traitements systémiques, par des injections intraveineuses, en développant différents virus, différentes constructions de virus pour trouver les plus efficaces. Aussi à traiter des souris plus âgées. Donc, c'est vraiment de plusieurs années de recherche qui vont s'entamer sur principalement l'utilisation in vivo des vecteurs viraux pour optimiser l'efficacité de ces virus. Nous aussi, on finit l'histoire naturelle. On espère avoir fini cette histoire naturelle dont je vous ai parlé tout à l'heure pour PAX1 courant 2023. Et après, on pourra commencer, parce qu'il y a encore de très gros, des jalons importants dans le développement préclinique, et là qui deviennent réglementaires. On a une liste de choses à vérifier avant l'utilisation d'une molécule dans un essai clinique qui tourne autour de la biodistribution, où va aller votre molécule quand vous l'injectez à un patient, dans un modèle animal. Que va faire cette molécule sur l'organisme? Donc là, c'est ce qu'on appelle la pharmacocinétique. Que va faire votre molécule dans les différents organes? Que vont faire les différents organes de votre molécule?
Donc ça, c'est vraiment la connaissance du parcours de la molécule à partir de l'injection sur plusieurs mois, et les études de toxicologie aussi, qui sont importantes, à partir de quelle dose ça devient dangereux, pour commencer à imaginer quelle dose pourrait être utilisée chez les patients. Au terme de tout ça, on peut engager les phases cliniques qu'on espère assez rapides pour la myopathie centronucléaire. Nous, on a différents autres axes de recherche dans l'équipe sur cette approche et dans cette maladie, mais on voulait aussi utiliser toute cette expertise qu'on a acquise sur la myopathie centronucléaire pour d'autres maladies. On en a identifié plus d'une vingtaine de maladies génétiques rares qui pourraient bénéficier de la même approche, et en particulier PAX1. Et c'est à ce moment-là où on cherchait des soutiens pour développer cet axe de recherche que la Fondation Maladies Rares nous a mis en contact avec votre association, qui était au même moment en train de chercher à supporter la recherche pour des développements de thérapie. Et donc, on a répondu à un appel d'offres de votre association, et on a eu le soutien financier de votre association pour développer. Donc, pour commencer, vous êtes le premier de ces 24 autres maladies, parce qu'on a eu le cofinancement nécessaire pour développer cette même approche dans une autre maladie, qui est le syndrome PAX1. Un point, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, un point positif dans cette maladie, c'est qu'il y a une cible prioritaire, vous le savez probablement, hein, dans cette maladie. Il n'y a pas de raison particulière, en tout cas, il n'y a pas d'explication particulière. Quasi tous les patients portent la même mutation. Donc, vous avez vu que l'approche qu'on a développée, si on arrive à la développer sur cette mutation particulière, on couvre la quasi-totalité de la population des patients. C'est plus de 98% des patients. Dans la littérature, j'ai pu retrouver qu'un seul patient avec une autre maladie que la classe. Donc, notre cible pour PAX1, c'est cette mutation, et ça nous permet de couvrir la quasi-totalité des patients. Ce qu'on va faire, c'est exactement ce que je vous ai montré pour la dynamique 2. Là, vous avez la séquence de l'ARN messager normal, la mutation, les 19 siRNA possibles en fonction de la position de la mutation. On va les transduire dans deux types de modèles. Alors, il y a les fibroblastes de patients. Magali sait les problèmes qu'on a, enfin les problèmes, la lenteur qu'on a de les obtenir du Coriell Institute aux États-Unis où ils sont à disposition. En France, il y a une procédure cauchemardesque pour importer des cellules de patients de l'extérieur. Donc, ça suit son cours. On espère les obtenir dans pas très, très longtemps. Enfin, c'est une procédure qu'on a lancée quand on a eu l'acceptation du grant, hein, donc en novembre dernier. À ce jour, la procédure n'est pas terminée. Ça se balade dans les ministères. Ça fait des navettes entre le ministère, moi, le ministère. Je vous dis ça, c'est pas pour une excuse que j'ai pas encore les cellules, c'est que les associations de patients, je pense, ont un rôle à jouer. À un moment donné, vous aurez peut-être des contacts avec nos décideurs et expliquer la difficulté procédurale que les équipes de recherche ont à obtenir des trucs aussi simples qu'une cellule de patient dans une banque de cellules aux États-Unis dont le but est de mettre à disposition les cellules pour la communauté scientifique. Ça ne peut pas durer 6 mois. Il y a un problème, il y a un dysfonctionnement dans notre système. Et je pense que nous, on va faire remonter cette information, mais les associations de patients ont aussi leur rôle à jouer pour essayer d'alerter sur ces dysfonctionnements. Quand on a vu quand même qu'il y avait des difficultés et des lenteurs à obtenir les cellules, on a quand même développé une approche alternative aux cellules de patients en les faisant nous-mêmes. En fait, on peut introduire la mutation dans des cellules contrôle. Et on a cette approche aussi à disposition. On va pouvoir introduire soit la protéine PAX1 normale, soit la protéine mutée pour pouvoir faire notre screening. Et après, le meilleur, parce que les screenings, ça prend quand même plusieurs mois,
les meilleurs, on les validera sur les cellules de patient. Et enfin, je vous ai dit, on a besoin d'un test moléculaire efficace. Ça, on l'a déjà mis au point aussi. Donc, on a mis au point la PCR, on a mis au point 2 pour être sûr. 2 PCR pour amplifier le gène PAX1. On a vérifié s'il y avait un site de coupure qui apparaissait ou qui disparaissait à cause de la mutation. On en a trouvé un. On a mis en point les conditions de digestion. Donc, tout ça, c'est en place. On a aussi développé déjà le marquage et la visualisation de PAX1 qu'on va pouvoir suivre dans les cellules de patients et voir si l'efficacité, d'évaluer l'efficacité de nos siRNA à restaurer un marquage PAX1 normal. Donc, on termine, là, je ne l'ai pas mis dans la diapositive, aussi le marquage de l'appareil de Golgi. Mais ça, c'est déjà au point parce que c'est des marquages qu'on fait dans l'équipe de façon courante pour notre projet sur la dynamique 2. Et le point important, c'est qu'on a aussi le candidat. Donc, on a besoin de bras et c'est surtout pour ça qu'on a eu besoin du soutien de votre association. Et donc, Lilia est une ingénieure qui va commencer la semaine prochaine à travailler. Donc, le soutien de votre association a permis de recruter Lilia pour 1 an, qui va travailler à partir de la semaine prochaine à développer cette approche thérapeutique comme je vous ai expliqué sur la dynamique 2, mais pour les cellules PAX1. Et l'intérêt, l'avantage, c'est que Lilia était déjà dans l'équipe, elle terminait son contrat. C'est elle qui en particulier a développé ces mêmes outils pour la myopathie centronucléaire. Donc elle est formée, elle connaît le labo, elle connaît la technique. Donc je pense que ça va faciliter aussi, ça va accélérer l'obtention des résultats. Et donc, vous l'avez compris, notre but, c'est de faire la preuve de principe. Donc, l'évaluation, l'identification parmi ces 19 siRNA des plus efficaces à diminuer l'expression de PAX1 muté sans toucher à PAX1 normal et d'évaluer au niveau fonctionnel leur efficacité dans les cellules de patients à restaurer le marquage normal de PAX1, à restaurer les défauts de l'appareil de Golgi. Ça, c'est l'objectif. Et en fonction du temps, on pourra aussi inclure d'autres évaluations. Et je crois que j'en ai terminé. Juste là, sur cette diapositive, vous aurez aussi mon adresse mail, si je peux répondre à des questions que vous auriez après cette réunion, n'hésitez pas.